Je vous remercie, Monsieur de Cocatry, de bien vouloir nous accompagner dans cette visite du château en tant que gardien de tourbillon. J'espère que vous allez nous faire partager tous ces secrets. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Ici vous êtes à la Barbacane, c'est la protection avancée du château. Et l'on verra après la tour, qui est la tour de garde, si vous voulez les gardes qui faisaient la ronde, avec une fenêtre qui protégeait ce portail. Ici vous avez le trou principal où se plaçait la poutre qui barrait le portail. Et de l'autre côté, vous avez le passage de la poutre qui après s'enfile là en bas pour bloquer carrément et la poutre ne bougeait plus. Sur la Barbacane, vous voyez une place avec des fenêtres, c'était pour les archers pour protéger ce portail. Et en dessous des ouvertures, c'était pour verser de l'eau ou de l'huile bouillante. À ma connaissance, très vite, ce château n'a plus été utilisé que comme résidence secondaire, en particulier à cause du manque d'eau. Par où donc passait l'évêque lorsqu'il allait de Tourbillon à la Majorie, sa résidence primaire? Depuis la Barbacane en haut, l'évêque passait par là et il y a la tour des chiens avec le pont-levis et c'est là qu'il part rentrer à son château. Donc à la Majorie. À la Majorie, oui. Donc ici vous avez un bloc erratique, on voit que c'est un bloc qui a été usé par le glacier et c'est pour ça qu'il est patiné par rapport à l'autre rocher. Soyez le bienvenu dans ce château de Tourbillon. Voilà, Monsieur de Cocatry, vous êtes donc l'agent d'accueil actuellement sur ce château de Tourbillon. Depuis quand êtes-vous en place et quel est le rôle précis de ce métier? Voilà, alors l'agent d'accueil est une personne qui s'occupe non seulement d'accueillir les gens, mais aussi de l'entretien du château, la propreté, enlever les branches, enfin tout ce qu'il faut faire autour d'un château, de la colline. Et j'ai commencé ici officiellement à plein temps en 2009. Avant, je venais ici pour aider, pour remplacer d'autres personnes. Mais vous êtes aussi guide. On est guide, je suis guide ici parce que j'ai bien appris l'histoire pour expliquer assez en détail, pas trop parce que les personnes ne veulent pas qu'on aille trop en détail puisqu'autrement ils ne savent plus rien. Mais donc je peux aller plus loin s'il le faut. Et puis aussi pour les satisfaire dans leur compréhension de ce que c'est un château, surtout d'un château d'évêque. Sur votre gauche, vous avez la garnison. Cette fameuse grille a été placée maintenant pour pas que les visiteurs tombent, puisqu'il n'y a plus rien à l'intérieur. La garnison dormait à l'intérieur. Et vous avez encore les trous où il y avait des poutres. On a parlé à un moment donné qu'il y avait peut-être du bétail ici en haut. Est-ce que c'était l'endroit où aurait pu se trouver ce bétail ou c'est une légende tout ça? Ce n'est pas une légende, mais comme l'évêque habitait ici, c'était quand il n'était pas là, de l'autre côté sur l'esplanade, que l'on pouvait avoir des moutons ou d'autres animaux qui puissent monter jusqu'ici, parce qu'il n'y avait pas d'escalier à l'époque. Il y aurait pu avoir des mulets éventuellement aussi. Des mulets, c'est l'animal le plus sûr pour monter, oui. Donc les trous que vous voyez au sommet du mur étaient là pour mettre des poutres pour le toit qui était d'un pan. Là vous voyez donc le chemin de ronde, c'est des poutres en au-dessus qui étaient pour le passage et dessous vous avez d'autres poutres qui étaient pour soutenir. Là vous avez la porte avec une fenêtre maintenant qui était pour la ronde, pour aller sur la droite du côté de Martigny. Au-dessus vous avez une fenêtre. C'est de cette fenêtre que l'on tirait sur l'ennemi qui voulait franchir la Barbacane aussi, quand ils avaient déjà ouvert le portail. Du côté nord, comme vous pouvez le voir, c'est très abrupt. Donc de ce côté, il n'y avait pas trop de problèmes d'agression. Par contre, si vous imaginez qu'ils ont dû monter toutes les pierres ici en haut, elle est fixée aussi bien au bord et c'était la fin du XIIIe siècle. C'est quand même quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Et il n'avait pas de béton à l'époque. Ici, vous avez maintenant nouveau le couvercle de la citerne. On avait l'eau du toit quand il pleuvait qui coulait par une rigole à l'intérieur de cette citerne qui a 4 mètres sur 5 à la base et qui a presque 5 mètres de haut.
mais on allait aussi chercher l'eau en bas quand il fallait Oui. faire des réserves au risque d'avoir un siège. C'est ça, parce que comme il pleut en moyenne moins de 700 mm par année, c'est extrêmement sec. Si on ne montait pas par des mulets ou à dos d'homme de l'eau, on ne pouvait pas tenir longtemps s'il y avait un assaut. Je pense qu'ils prenaient assez rarement des douches ici en haut. Non, c'était seulement pour le seigneur, c'est-à-dire l'évêque. Et puis les autres, s'il y en avait, s'ils étaient surpris là, autrement, c'était seulement lui qui buvait, qui prenait des douches et qui se lavait. Les autres étaient là pour boire un petit peu et c'est tout. Du vin. Non, le vin n'était pas précis. Ici, vous avez la tour de la garnison. Elle faisait la ronde au premier étage d'un côté et au deuxième étage de l'autre. Et c'est là où vous avez un trou avec des emplacements pour les colombes. Il y avait un colombier que l'on utilisait pour manger pendant les fêtes. Pour moi, quand on parle de colombes, je pense toujours à la possibilité que ces dernières ont d'envoyer des messages. Est-ce qu'on les utilisait aussi à cet effet? Malheureusement pas, parce que les colombes qui sont d'ici ne pouvaient que rentrer à la maison. Là, on les élevait quand il y avait une fête pour pouvoir les manger, ça faisait de la protéine. Vous avez ici la sortie de la tour pour faire la ronde du côté de Sierre ou de l'ouest et qui allait après à une tour que l'on appelle la tour de guet. Ici, on se trouve au palais, dans la partie de travail. Vous avez au premier étage, où il y a les grandes fenêtres, la salle de travail et des festivités. Et en bas dessous, les petites fenêtres, c'était pour la cuisine. Donc vous voyez que la partie supérieure, les pierres sont d'une autre nature, pas au départ mais plus haut. Et c'était après la guerre de Raronne, quand Guillaume de Raronne a réparé le château, il a surélevé. Et le toit à droite, la pente, c'était pour amener l'eau au réservoir. Et il y avait encore un caniveau qui mettait l'eau dans le réservoir directement. Là, vous voyez de nouveau les poutres. Beaucoup d'endroits, surtout dans les églises, ils avaient fait des planchers pour construire en hauteur. Et quand ils ont enlevé ces planchers, on a laissé le trou. Alors regardez dans les églises, vous voyez des trous tout alignés. C'était là où il y avait les planchers. Et aujourd'hui, il ne reste plus que ces morceaux de poutre parce que tout a brûlé. Tout a brûlé, c'était avec des toits en bardeaux. Et ces bois, tout en bois, ont complètement brûlé. Il n'y avait plus de bois, pratiquement tout a été brûlé. Vous avez ici l'emplacement où était la cuisine. Et au-dessus, vous voyez en retrait, c'était la cheminée pour réchauffer la salle de travail et des festivités. Le crépi de la salle de réception était probablement peint autrefois en signe de magnificence. Cette partie que vous voyez ici, c'est la partie privée, comme on l'en appelle, c'est-à-dire que vous aviez en bas stock de nourriture et de boissons, et au-dessus, on verra après, les grandes fenêtres, c'était pour l'évêque, et les petites fenêtres pour les autres, et sous le toit, les employés, parce qu'ils ne devaient pas être à côté du stock de boissons et de nourriture. Donc ici, vous voyez par exemple des rochers, la roche encore existante. On ne coupait pas, puisqu'on n'avait pas besoin de transporter les pierres, et en même temps, c'est une très bonne base de solidité. Vous voyez par exemple ici une entrée, probablement pour mettre le blé, l'orge et tous les autres produits pour le stock. Cette grande fenêtre donnait sur l'appartement privé de l'évêque. De chaque côté, une banquette permettant aux gardes de surveiller les alentours et aux dames de mieux éclairer leur ouvrage. Rappelons que ces locaux étaient relativement sombres et que l'on s'éclairait à la bougie. Les fenêtres supérieures, plus petites, étaient celles des chambres d'hôtes. Là, vous avez une tour qui était pour passer pour les personnes d'un étage à l'autre, que ce soit du côté privé comme du côté travail. On a mis une grille à un endroit, puisqu'il fallait quand même que les gens ne tombent pas, mais les autres trous sont parce que les portes n'existent plus. Et c'était des étages. Ici, vous avez la tour qui est du 15e siècle, donc qui était refaite. Vous avez aussi la fenêtre ronde avec du stuc. C'est un matériau très solide, mais qui malheureusement avec la pluie commence à être détérioré. À l'intérieur, vous avez des escaliers en béton armé. On a dû faire en béton armé pour tenir les parois pour pas qu'elles tombent. Là, vous voyez la porte pour la descente et vous voyez que la courbure en haut était faite avec du tuf. Le tuf a été commencé à être utilisé au 15e siècle. Le complexe de la chapelle, de sa sacristie et de sa tourelle sera visité dans un autre reportage. Nous allons maintenant nous rendre sur l'esplanade à l'est du château.
Nous sommes en face de la façade est. À gauche, la tour de guet, qui a été construite après la guerre de Rarogne au XVe siècle. En dessous, la fenêtre ronde et les deux fenêtres ogivales appartiennent à la chapelle. Aujourd'hui, la porte est du château a une taille normale. On devine l'ancienne, beaucoup plus large, avec son linteau en forme d'arc. L'esplanade a été plantée au début du XXe siècle avec des robiniers, aussi appelés faux acacias, une espèce extrêmement résistante, même en terrain sec, quasiment indestructible. Ici, vous avez un robinier qui a été coupé, dont on a enlevé l'écorce, et avec la protection qui se met dessus par des champignons, vous avez maintenant une poutre qui ne pourrit plus. C'est là que les gens viennent, s'assoient et peuvent manger assis sans être par terre. C'est ici qu'ils ont trouvé un squelette de l'âge de la pierre et qu'ils ont encore refait des carottages pour montrer comment était le sol de cette époque. Donc vous voyez, vous apercevez en face, légèrement sur la droite, une tour ronde. C'était la tour d'extrémité qui était là pour surveiller des deux côtés de nouveau l'ennemi quand il venait. Donc la protection avancée côté est. Côté est, oui. Alors on voit à gauche de la maison en pierre qui est l'ancienne poudrière, la pierre Fénote, c'est un bloc erratique qui était d'une autre roche que la colline de Valère. Les pierres dessous est encore une troisième roche et puis Tourbillon c'est une quatrième de type de roche. Sur la gauche, on ne le voit pas je crois maintenant, vous voyez la porte de Cauvin, ça s'écrit les Cauveignes, et c'est là que les gens de la Plaine pouvaient rentrer du côté est en ville de Sion. Et ce sont les gens du chapitre, donc les chanoines, qui étaient responsables. La tour de guet se situe à la partie sud-est des murailles du château, au-dessus de la chapelle Saint-Georges. On y accède par un escalier métallique fixé à la paroi ouest du dit édifice, puis par 3 étages d'un escalier pentu. L'effort est récompensé par la vue bluffante sur 360 degrés. On distingue en particulier le sommet des vestiges du palais, une vue déroulante sur la muraille ouest et sud du château, le château de Valère qui appartenait à l'époque au vénéré chapitre de la cathédrale qui se trouvait dans l'enceinte même de ses fortifications. Les vignobles de la Côte-Sète et son bis de Claveau.